Bonjour Shraga. Bonjour Michael. Alors, après les dernières élections, on savait qu'il n'y aurait pas 10 solutions. Mais en fait, il y a 10 solutions. Voilà. Alors, éclairez-nous un peu sur une seule solution, la dissolution. Donc, voilà, la semaine dernière, on parlait tranquillement des coulisses de la Knesset. Et là, la Knesset, la 21e Knesset, c'est terminé. Mais l'émission va continuer, parce qu'on va raconter beaucoup de choses, parce qu'il se passe plein de choses dans les coulisses, justement, pendant cette période transitoire, et qui dure jusqu'au 17 septembre. Ce qui s'est passé, c'est que Benjamin Netanyahu n'a pas réussi à former une coalition, et il a donc, plutôt que de rendre son mandat au président de l'État, qui aurait pu proposer à un autre député de la Knesset de former un gouvernement, il a décidé, Netanyahu, d'avancer les élections, les élections anticipées pour la seconde fois cette année. Et donc, c'est pour dissoudre la Knesset, il faut voter. Donc, c'est une loi de la dissolution de la Knesset. Elle a été autodissolution. Voilà, c'est assez rare. Puisque la Knesset décide, finalement, on a bien travaillé, 42 jours, on peut rendre le mandat aux électeurs. C'est évidemment donc la Knesset la plus courte de l'histoire. Avant, le record, c'était 2 ans. Donc là, on est à 42 jours exactement, entre le moment où ils ont prêté serment, les députés, et le moment où la Knesset se dissout par 74 voix, donc une majorité obtenue avec donc, tous les partis de la coalition, et les partis arabes qui sont aussi pour la dissolution de la Knesset, l'opposition classique sioniste ayant voté contre la dissolution. Donc, mais voilà, on peut imaginer que les semaines, les mois qui vont venir vont être très agités et on en parlera sur cette antenne. On était chaud. Voilà, ça s'annonce plus animé que d'habitude. Alors, il ne faut pas oublier que pendant les 3 mois qui vont suivre, les presque 100 jours jusqu'à la prochaine élection, il va se passer des choses à la Knesset. D'abord, la Knesset n'est pas en vacances, et même si le processus législatif est arrêté, puisqu'il n'y a pas de coalition, il se passe des choses ici. Il y a des événements, il y a des cérémonies, il y a des réunions extraordinaires, parce qu'il y a un gouvernement, c'est le même gouvernement Netanyahu qui continue, qui est un gouvernement de transition. Et donc, cette semaine, par exemple, la semaine dernière, en l'occurrence, Yom Yerushalayim, Yom Yerushalayim était... Voilà. Excusez-moi de la confusion. Mais Yom Yerushalayim, un débat à la Knesset, Shraga. Alors, il y a eu un débat à la Knesset, il y a eu une cérémonie officielle, il y a aussi eu une table ronde sur Jérusalem dans 20 ans, avec plusieurs ministres et le maire de Jérusalem. Il y a aussi eu, et c'est un des points que je voudrais retenir, c'est le président de la Knesset, Yuli Edelstein, qui en général, en tant que président de la Knesset, ne prend pas position politique en général. Et là, il a évoqué la situation sur le mont du Temple, puisque vous savez que, dans un premier temps, la police avait interdit aux Juifs de monter sur le mont du Temple à Yom Yerushalayim pour ne pas provoquer des émeutes, parce que c'est la fin du Ramadan. Et finalement, la police a quand même autorisé finalement de le faire. Et le président de la Knesset, Yuli Edelstein, a dit il faut une fois pour toutes mettre fin à cette situation absurde où des Juifs ne puissent pas monter sur le mont du Temple uniquement parce que les musulmans menacent de faire des émeutes ou font des émeutes. D'ailleurs, il y a eu des jets de pierre, des jets de chaises sur les policiers, etc. Donc il dit que c'est tout à fait illogique, je le cite, illogique, immoral, antidémocratique et anti-juif. Et il a souhaité que vraiment la politique change. Je rappelle que la politique sur le mont du Temple, en dernier ressort, est du domaine du Premier ministre. Même si c'est la police qui est soumise... Oui, la police sur place décide ce qui va se passer. C'est-à-dire, est-ce que les fidèles juifs qui visitent ont le droit ou pas de prier, et c'est toujours interdit, mais c'est la police qui décide que c'est interdit, c'est pas une loi. A priori... Non, même la Cour suprême a voilà. autorisé, mais toujours pour des raisons d'intérêt supérieur. De sécurité, toujours. De sécurité, voilà. Alors, Yuli Edelstein a dit il faut maintenant arrêter de se soumettre à ces menaces toujours d'émeutes musulmanes pour empêcher les Juifs... Voilà, on verra si la prochaine Knesset, le prochain gouvernement, effectue des changements dans les conditions de visite des Juifs sur le mont du Temple. Deuxième élément sur les activités de la Knesset, ça a été l'élection du prochain contrôleur de l'État. C'est un poste très important parce qu'il est chargé de faire corriger tous les dysfonctionnements de l'État dans les ministères, les entreprises publiques, les administrations. Jusqu'à présent, depuis 7 ans, c'était un ancien juge, Yosef Shapira, et c'est maintenant Netanyahu, avec un M, Netanyahu Engelman, qui a été élu avec un forcing du Premier ministre pour être le prochain contrôleur d'État. Pourquoi je dis le forcing du Premier ministre ? Parce que c'est très important de noter
que Benyamin Netanyahou, et il n'est pas le seul, a voulu quelqu'un qui soit en dehors du système judiciaire, parce que c'est pas une obligation de prendre un ancien juge, justement pour un peu lutter contre l'empiètement qu'on reproche souvent au système judiciaire, de l'empiètement sur le pouvoir exécutif. Matanieu Engelmann, il vient tout à fait ailleurs. Il était directeur général du Conseil de l'enseignement supérieur. Il a eu un poste élevé au Technion aussi. Donc il vient de toute façon du dehors. Et puis, il est, un mot à la mode, il n'est pas activiste. Ça veut dire qu'il a lui-même déclaré que son objectif est de faire corriger les dysfonctionnements de l'État et de ne pas empiéter sur les aspects politiques de son travail. On lui souhaite bonne chance. Ben oui, tout à fait. C'est pas un métier facile. Non, c'est pas du tout un métier facile. Et voilà. Et alors maintenant, nous allons aborder, comme chaque semaine, un des aspects de la Knesset, une espèce de parcours virtuel dans la Knesset. Et cette semaine, vous allez nous parler, Michael, de Mishmar HaKnesset, la garde de la Knesset. Exactement. Alors, donc, a priori, on connaît Mishmar HaKnesset, on sait et on voit dans les cérémonies qu'il y a des gardes, des gens qui sont habillés en uniforme à la Knesset et qui, logiquement, assurent la sécurité du Parlement israélien. Or, il ne s'agit pas de quelque chose qui a toujours existé. C'est la police qui a assuré la sécurité de la Knesset, comme dans le reste du pays et dans toutes les administrations. En 1957, donc plus précisément le 29 octobre 1957, pendant un débat à la Knesset, à l'époque la Knesset se trouve à Jérusalem, pas au centre-ville, dans un plus petit bâtiment que le bâtiment actuel, il y a eu un attentat au sein de la Knesset, quelque chose qui est un peu oublié. Donc c'est un gars qui était un peu dérangé. Et qui a jeté quand même une grenade, qui a réussi à rentrer avec une grenade à la Knesset, qui a jeté une grenade sur la table où siégeaient les ministres. Le ministre des cultes, le Chaim Moshe Shapira, enfin à l'époque Moshe Shapira, a été blessé très grièvement. Il a reçu le prénom Chaim parce qu'il a été hospitalisé et on lui a ajouté ce prénom. Mais il faut savoir que Ben Gurion a été blessé par les éclats de balles, Premier ministre, de Golda Meir, la ministre des Affaires étrangères. C'est un attentat qui a secoué Israël et la Knesset. Et donc il a été décidé qu'il y aurait une garde particulière à la Knesset, ça s'appelait le Mishmar HaKnesset, et donc en 1958, quelques mois plus tard, sont entrés en poste ces nouveaux hommes et femmes qui assurent la sécurité de la Knesset. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, cette garde, c'est 15 départements différents. Alors on n'a pas le chiffre, il ne donne pas le chiffre précis de membres de cette unité, mais c'est une unité qui en fait assure beaucoup plus que la sécurité. Je vais vous donner juste quelques exemples. Donc, évidemment, la sécurité, comme on peut s'y attendre, ils vérifient qu'il n'y a pas de bombes, qu'il n'y a pas à l'entrée. Ils ont installé tous les systèmes de sécurité classiques. Il y a, vous savez, pour ceux qui veulent rentrer à la Knesset, il y a tous les jours des gens qui peuvent visiter la Knesset. Le grand public est invité à visiter la Knesset. On en reparlera, de savoir qui a le droit et peut entrer à la Knesset. Il y a toutes sortes de vérifications, et des vérifications en amont aussi. Il faut faire une demande à l'avance. C'est pas facile. C'est très filtré. Mais au-delà de ça, le Mishmar HaKnesset est présente donc dans les cérémonies pour assurer la garde des cérémonies et aussi la représentation de la Knesset. Les membres de garde de la Knesset voyagent à l'étranger lorsqu'il y a une délégation de la Knesset, sont présents lors des cérémonies officielles, accompagnent les députés en dehors de la Knesset. Quand un député, à plus forte raison le président de la Knesset ou le chef de l'opposition, ne sont pas seulement protégés par des policiers, mais aussi par des membres de la Knesset qui les accompagnent, qui sont chargés de leur sécurité, mais aussi de leur sécurité à l'intérieur de la Knesset, avec tous ces invités. Évidemment, aujourd'hui, on ne peut plus rentrer de grenades comme en 1957, mais il peut toujours y avoir des gens qui s'énervent, et les gens s'énervent dans les commissions. Il peut y avoir des gens qui sont expulsés d'une commission. Donc le service d'ordre qu'on connaît, il fait partie de Mishmar HaKnesset. C'est le Mishmar HaKnesset. Le Mishmar HaKnesset vérifie aussi, ils ont 4 chiens, qui vérifient aussi qu'il n'y a pas de produits de poison, de drogue dans la Knesset. C'est-à-dire que toutes sortes de départements auxquels on ne pense pas, notamment, par exemple, le département qui s'occupe de vérifier qu'au buffet, il n'y a pas de produits nocifs. C'est aussi c'est leur responsabilité également. Dans leur responsabilité, il y a aussi la sécurité de l'information. La commission, par exemple, des affaires étrangères et de la défense tient des débats à huis clos. Il ne faut pas que ces informations puissent sortir. Donc c'est aussi voilà, dans la garde de la Knesset, il y a aussi des informaticiens, des spécialistes de cybersécurité. Et donc tous ces départements
qui sont à la fois représentatifs, ces gens qu'on voit lors des cérémonies ou quand on rentre à la Knesset, c'est aussi ceux à qui on donne les papiers, les cartes d'identité, ceux qui assurent que les gens qui vont rentrer à la Knesset sont des gens qui ne présentent aucun danger, aucune menace pour les députés et pour le bâtiment de la Knesset. Il faut savoir aussi que cette garde, dernier point, est aussi responsable d'assurer, disons, la pérennité de la Knesset s'il y a un drame quelconque. Ça peut aller de tremblements de terre, d'un missile qui serait tiré sur la Knesset. Il y a des réserves d'eau, il y a des abris à la Knesset, il y a tout un système qui fait que la Knesset est peut-être l'endroit le plus protégé d'Israël. Ouais, vous m'avez appris quelque chose, en tout cas avec les 4 chiens de la Knesset, je ne savais pas du tout, parce que je me disais parfois on entend aboyer dans les séances plénières, alors maintenant je sais d'où ça vient. Voilà. Tout s'éclaircit. Tout s'éclaircit. Alors maintenant nous allons aborder le dessert de l'émission, comme chaque semaine, la rose et le cactus. Alors la rose, c'est à vous cette fois-ci. Vous avez choisi quel député ? Alors la rose va être décernée cette semaine au député Yoaz Hendel. Yoaz Hendel est tout nouveau député, a priori il sera aussi dans la prochaine Knesset. Sur la liste bleu-blanc, donc il va rester sur la liste. La liste bleu-blanc ne change pas de position de ses candidats, et il est parmi les 10 premiers. C'est un proche de Bougui Ya'alon, du parti Telev, donc ancien proche du Premier ministre Benjamin Netanyahu. Yoaz Hendel a profité peut-être du vote pour la dissolution de la Knesset pour partir en Milouim, en réserve. Alors vous savez, et les auditeurs savent que tous les Israéliens sont astreints à des périodes de réserve, mais à partir d'un certain âge, on ne fait plus de réserve, a priori à partir de 40 ans, et après on est volontaire, bénévole, et les députés sont dispensés du devoir de partir à l'armée, même si c'est très rare que les députés aient moins de 40 ans. Même un député très jeune n'a pas besoin de faire de milieu. Il se trouve que Yoaz Hendel est non seulement a tenu à faire, parce qu'il est bien qu'il soit député, mais il a 44 ans aussi. Donc c'est une double rose pour le fait de pouvoir, surtout avec cette chaleur, revêtir l'uniforme et partir faire sa période de réserve. Surtout qu'avec les débats autour de la loi de conscription, etc., ça fait plaisir de voir quelqu'un qui n'est pas obligé de faire l'armée. Et qui le fait. Tout à fait. Alors le cactus, c'est pour vous Alors le cactus, cette semaine, j'ai choisi Bezalel Smotrich du parti l'Union de la droite. Député, par ailleurs, très intelligent, bon député, mais qui a un peu scié la branche sur laquelle il était assis, puisqu'il a fait des déclarations qui ont provoqué beaucoup de réactions à droite comme à gauche d'ailleurs, en disant que si les ministres de la Justice, il voudrait que l'Israël soit régi par les lois de la Torah, comme c'était à l'époque du roi David, du roi Salomon. Il a été lapidé immédiatement. Il a été lapidé immédiatement. Et même, il a mis le Premier ministre dans l'embarras, qui a dû publier un communiqué en disant exactement ce que disait Avigdor Lieberman, Israël ne sera pas un État halakha. Et donc, je pense que l'État d'Israël ne sera pas régi par les lois religieuses. Et ça a provoqué évidemment des réactions dans les milieux anti-religieux. On a tout de suite dit on va revenir à la lapidation, à la privation de la femme. Il faut préciser que Smotrich avait mentionné dans cette interview à la radio publique Cannes que évidemment ce serait avec les conditions modernes, etc., etc. Mais retenir juste cette phrase que on va revenir au temps du roi David et du roi Salomon, évidemment ça fait un peu peur. Et pour un candidat au ministère de la Justice, c'était pas. Mais dans la presse ce matin, ils disent que là, il a scellé son sort en tant que ministre, enfin en tant que pressenti pour être ministre. Je pense qu'il a été maladroit. Il a été très maladroit, et c'est dommage parce qu'il est très intelligent. C'est un député qui a de l'avenir, mais là, il a mérité un cactus malheureusement. Voilà, on précise quand même que vu que l'émission est hebdomadaire et qu'il y a des événements qui peuvent se dérouler, mais pour l'instant, on n'a pas de ministre de la Justice ni de ministre de l'Éducation, parce que Netanyahou a limogé Ayelet Shaked et Naftali Bennett, qui n'ont pas été réélus. Mais donc, on ne sait pas encore qui vont être les prochains ministres. On le saura dans les jours qui viennent. Et la semaine prochaine, on se retrouvera pour en parler. Merci, Shraga. Merci aux auditeurs et Chodesh Tov. Voilà.